nous nous retrouvons au lendemain d'élections municipales dont il faut un tout petit peu parler, c'est tout. On envoie un signe amical à nos amis de Marseille, une ville mondialement célèbre, non plus pour son trafic de drogue qui a complètement cessé, mais pour sa parfaite probité électorale, son absence totale d'incidents tout au long de la campagne, comme dans les bureaux de vote. Alors à Paris, c'est un peu différent. Le résultat semble étonner aussi bien la droite que la droite. Mais Paris, il faut-il le rappeler, a toujours été une ville de gauche. C'est une ville révolutionnaire depuis au moins 1356, après la défaite de Poitiers, où notre bon roi Jean II a été capturé par les Anglois. Et on a assisté à un processus révolutionnaire qui, à bien des égards, annonçait, disons, celui de 1789, sans bien entendu l'hostilité au christianisme, avec Étienne Marcel, le prévôt des marchands, qui d'ailleurs a fini traître à la nation. Aujourd'hui, on appelle ça la Nouvelle-France, mais c'était la même chose. À l'époque, c'était l'Angleterre, enfin en tout cas la soumission de la France à l'Angleterre. Et ça a continué comme ça. Alors il y a eu la période révolutionnaire, ou même sous la Révolution, il a fallu arrêter de donner des maires, de laisser les Parisiens se donner des maires, parce que même en 1794, il a fallu arrêter. Ils étaient excités comme tout. On avait eu d'ailleurs comment il s'appelait, un d'Ormesson qui avait été élu maire, et le jour même, il avait démissionné, parce qu'il avait reçu tellement de menaces qu'il avait eu peur d'être maire de Paris. À 3 reprises, l'État français avait mis fin au statut de municipalité de Paris elle-même, de la ville elle-même. Alors, ce que la droite ni la droite ne comprennent pas, c'est que c'est une ville qui est très agréable, bien sûr, surtout quand on y est riche, parce que de toutes les capitales, c'est probablement la plus belle du monde. En tout cas, c'est ce que le monde dit. Et c'est vrai, c'est une ville magnifique pour cela. Mais le peuple lui-même, si vous faites appel au peuple, il a toujours été de gauche. C'est pour ça que l'État français, à plusieurs reprises, a dû mettre fin à ce statut. La dernière fois, ça avait été à l'occasion ou après la Commune de Paris, où de toute façon, la gauche avait brûlé elle-même son hôtel de ville. Et ça a été rendu par la droite, d'ailleurs. Il a fallu qu'un homme de droite s'en occupe pour rendre aux Parisiens la possibilité d'élire un maire de Paris, non plus seulement des maires d'arrondissement, mais des maires de Paris. Alors après une période de presque 25 ans, vous vous souvenez de Chirac, évidemment, celui-là même qui refusait de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, donc la droite. Après ça, évidemment, la gauche est naturellement revenue investir les locaux de cet hôtel de ville qu'elle avait incendié et qu'on avait restauré pour qu'elle puisse y revenir. Alors on a eu d'autres événements comme ça, Saint-Denis. Un journaliste a demandé au nouveau maire de Saint-Denis ce que ça lui faisait d'être dans la capitale des rois. Et il a dit pas du tout, c'est la capitale des Noirs. Mais c'est pas raciste, parce que comme ce nouveau maire n'est pas blanc, donc il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire que c'est la capitale des Noirs. Personne ne s'en offusquerait. Ah, et puis il y a Lyon. Je vais finir avec Lyon, évidemment, la capitale des Gaules. C'est toujours la capitale des Gaules pour la Sainte Église, catholique, apostolique et romaine. Mais c'est aussi désormais la capitale de l'islamo-gauchisme, qui est une façon pour la majorité des Lyonnais, des citoyens, de revendiquer le meurtre de Quentin, qui s'est produit là-bas. Cette ville nous est chère à cause de l'ICEP. Vous savez que notre émission est une émission partenaire de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Alors que les jeunes choisissent soit à Sciences Po Lyon, qui leur enseignera comment défendre le régime des mollahs en Iran, ou comment piétiner la tête d'un jeune de droite, quand l'occasion se présente. L'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, elle se préoccupera de leur enseigner tout simplement les sciences politiques, puisque c'est le nom qu'elle porte. Et même l'économie, quand il s'agit de ne pas confondre le capital et le revenu, ou quand il s'agit de tenir compte de la redistribution dans le revenu
des citoyens en général. Deux choses qui échappent totalement à nos universités et aux écoles de prétendues sciences politiques. Je fais allusion bien sûr à la taxe imaginée par M. Zuckman, qui a été couvert d'honneurs académiques, mais totalement déconnecté du monde réel. Ce qui en dit déjà long, mais nous en sommes là désormais, sauf pour vous les jeunes qui voudriez suivre de véritables études de sciences économiques et politiques, et ça, évidemment, il n'y reste plus que l'ICEP. Alors nous sortons donc d'une consultation électorale où tous les partis se sont disputés les voix des braves citoyens éclairés pour le gouvernement de nos 36 000 communes. Mais aujourd'hui, notre émission se veut réconciliatrice, car s'il y a une culture qui met presque tout le monde d'accord, c'est bien la culture de mort, pour reprendre l'heureuse expression de Saint Jean-Paul II. De l'infanticide au parricide, 1975-2026, mais cette émission ne fera pas l'historique de ce progrès républicain. Il s'agira seulement d'aborder la question de l'euthanasie sous deux angles complémentaires, juridiques et politiques ou parlementaires, et ces angles nous seront éclairés par un avocat et un assistant parlementaire. Alors, à cette fin, j'ai la joie de recevoir, pour la deuxième fois, mais dans des circonstances différentes, Maître Lerat, qui était venu ici dans le contexte, c'était pas tout à fait le sujet, mais enfin c'était quand même dans le contexte d'un procès qu'une députée subissait de la part de l'esprit woke de notre époque, et dont la brillante plaidoirie a obtenu la victoire dans les tribunaux, c'est vous dire que comme sa plaidoirie devait être brillante. Et Jost Lumia, qui est assistant parlementaire, donc qui travaille sur l'œuvre législative chaque jour que Dieu fait, et même la nuit, parce que c'est un métier, assistant parlementaire, il vaut mieux être jeune pour l'exercer, parce que c'est un métier où il faut beaucoup de disponibilité. Je suis pas en train de dire, cher maître, que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais enfin, un assistant parlementaire, il est vraiment très sollicité. Donc, bienvenue à tous les deux, cher maître, cher Jost Lumia, qui étiez venu, vous aussi d'ailleurs, à cette émission que nous avions consacrée à la liberté d'expression en France. La trame de cette émission va évidemment se dérouler en plusieurs parties. La première question, d'abord, ce sera où en sommes-nous ? C'est-à-dire où en est exactement le projet de loi sur l'euthanasie. Alors, merci Yves-Marie-Aline de votre invitation. Je vous laisse ramasser votre téléphone. Alors, effectivement, cette proposition de loi que l'on a appelée Falorni du nom de son rapporteur, dont je dis sans en tirer de conséquences particulières, mais qu'il était par ailleurs, je crois, à ne pas me tromper, membre d'honneur de l'association de droit de mourir dans la dignité. Voilà, donc l'association qui porte depuis longtemps maintenant, avec une certaine ténacité, il faut le dire, c'est cette proposition de loi, en tout cas l'introduction dans le droit français d'un droit à mourir. Cette proposition qui a été adoptée en deuxième lecture le 25 février 2026 par 299 voix pour et 226 voix contre, 37 abstentions. Peut-être une petite observation, si ceux qui se sont abstenus, c'est-à-dire ceux dont la conscience était travaillée par l'idée de voter pour, avaient voté contre et que quelques autres courageux s'étaient manifestés dans certains partis, cette proposition de loi n'aurait pas passé la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puisqu'avec le jeu, les équilibres et les jeux de majorité, il n'est pas interdit de penser que les députés ne seraient pas allés plus loin. Mais voilà, le courage n'est pas la chose la mieux partagée dans notre monde. La prochaine étape, où en est-on ? La prochaine étape, c'est celle du Sénat, en discussion de séance publique 1er, 2 et peut-être 3 avril 2026, donc ça va venir très vite, et pour une deuxième lecture au Sénat, et puis ensuite il y aura évidemment les commissions mixtes paritaires, enfin je ne vais pas revenir sur tout le Qu'est-ce qui avait donné la première lecture au Sénat ? Le Sénat avait considérablement changé la donne, et en fait il avait refusé, on peut le dire, il avait refusé un droit à mourir, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, et il avait particulièrement mis l'accent sur les soins palliatifs. Alors peut-être une observation. Peut-être une observation, c'est que quand on regarde le détail, on peut globalement dire que la gauche a voté en faveur de cette loi
et la droite en défaveur, même s'il y a évidemment des exceptions et que c'est plus complexe que ça. Et c'est notamment pour cette raison que le Sénat, étant majoritairement à droite, avait rejeté ce texte. Donc on peut raisonnablement attendre du Sénat qu'il rejette ce texte. De nouveau. Et que la commission mixte paritaire devienne incontournable. Si, de mémoire, la commission mixte paritaire n'est pas conclusive, je crois que le président souhaitait potentiellement mettre le sujet par voie référendaire. Oui. Et ce qui me semble être le plus légitime quand il s'agit de changer des questions de société, quand on voit la mobilisation des députés, en tout cas pour ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y avait des séances pour les amendements où il y avait une cinquantaine de députés, soit environ 10%. À peine, il y a 577 députés. Ça pose question sur la légitimité des votes qui ont été votés et les votes pour, les votes contre, avec des implications qui sont véritablement civilisationnelles. Donc, s'il devait falloir faire évoluer les mœurs, seul pour moi le peuple en a la possibilité, et donc dans sa majorité à travers un référendum. Je suis un petit peu gêné quand ça se fait entre quelques dizaines d'individus qui ne sont pas plus légitimes sur la question que vous, que moi, que ma grand-mère ou que mon neveu. Alors, oui, justement, une question technique pour tout le monde, là, pour nos auditeurs. Est-ce que au Parlement, on parle d'euthanasie, de suicide assisté, ou des deux, et pourquoi avoir choisi l'expression aide à mourir ? On parle plutôt d'aide à mourir, le texte parle d'aide à mourir. Alors, je dois reconnaître que ce soit l'euthanasie, le suicide assisté ou l'aide à mourir, c'est la même réalité. Simplement, peut-être que l'idée de l'aide à mourir, c'est qu'on cache derrière la volonté toute puissante de l'individu. Ça aussi, c'est un héritage de la Révolution. L'individu a pris le pas sur la société, sur l'ordre, sur le bien commun. On cache derrière la volonté de l'individu un acte positif, au sens un acte... le contraire d'une abstention. Ce n'est pas positif en termes de valeur, c'est positif en termes de matérialité, qui est de provoquer la mort. Cet acte, il est très clair, il est de provoquer la mort. Et on habille ça derrière l'aide à mourir pour tout simplement faire entendre que c'est la volonté du patient. Mais en fait, c'est un acte du médecin. Même si la demande vient du patient, l'acte vient, du médecin. Ça, c'est extrêmement important. De toute façon, on sait très bien qu'en politique... le pouvoir des mots est très important. Oui, on a connu ça en 75. Alors, moi, j'ai tendance à penser, mais je suis un vieil homme, hein. C'est en 75 qu'il fallait donner de la voix. C'est pas maintenant. Je m'adresse en particulier à l'Église catholique française. Quand on dit aide à mourir, c'est autre chose, évidemment, que suicide assisté, qui est évidemment négatif. C'était la même chose avec interruption volontaire de grossesse. Je rappelle que l'interruption, c'est si on appuie sur un bouton électrique, là, on interrompt la lumière, mais ça veut dire qu'on peut la remettre. Je ne vois pas comment on peut partir en arrière d'une prétendue IVG. Déjà, avortement, le mot n'était pas bien choisi, parce qu'un avortement, c'est une fausse couche, en fait, hein, dans un troupeau de moutons. Quand j'étais enfant, mon père avait un troupeau de moutons, donc je savais ce que c'était qu'un avortement. Donc déjà, c'était pas bien choisi, mais alors, IVG, là, c'est mensonger. C'est comme le mariage pour tous, au lieu de dire tout simplement, voilà, le mariage homosexuel. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est la même chose. Et qui a sorti cette idée géniale ? C'est la proposition de loi, telle qu'elle l'a indiquée. Mais c'est effectivement, je trouve, une terminologie assez fallacieuse. Mais l'idée est vraiment de créer un droit. Donc, on peut aider quelqu'un. On a toujours le droit à l'aide, si vous voulez. C'est l'assistance, en quelque sorte. On vient vous aider. Ouais. Euthanasier... Assister à un suicide, bon, on va dire, pardon, mais c'est moins vendeur. Parce qu'il y a une forme aussi de, comment dirais-je, il y a une dimension, pas commerciale, mais il faut vendre aux Français cette idée. Vous savez, la politique, c'est l'art d'exprimer les choses, mais pour les faire gober, pas forcément. Voilà. Et donc, il faut faire comprendre aux Français que c'est bon, c'est pour eux. On décide bien pour eux. Ce que l'on fait, c'est pour eux. Et donc, voilà. Et, si je peux compléter, ce qui est intéressant, c'est que pour l'anesthésie, on n'appelle pas ça l'aide à dormir. Oui, très juste. Pour la césarienne, on n'appelle pas ça l'aide à naître. Oui. Non. Mais pour l'euthanasie, il faudrait appeler ça l'aide à mourir. Et mon grec est peut-être un peu rouillé, mais euthanasie, c'est la bonne mort. C'est la bonne mort. Ouais. Donc c'est intéressant quand même que même la bonne mort est finalement trop dur à entendre, donc il faut
la maquiller, la masquer derrière d'autres terminologies. Ouais, Oui, mais il y a une idée de délivrance dans l'aide aussi. Quand on aide quelqu'un, on le délivre de ses difficultés. oui, Donc c'est vraiment ça. C'est que l'idée de bonne mort, dans bonne mort, il y a mort. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, je reviens encore à mon avortement, parce qu'en 75, c'était supposé, bon, en fait, on a ouvert la boîte de Pandore, mais c'était supposé venir en aide, en dernier recours, à des femmes dans une détresse épouvantable. Oui, C'est comme ça que Simone Veil avait présenté Oui. ce projet de loi, dont je rappelle devait tout à Giscard d'Estaing et son Premier ministre Jacques Chirac, et non pas à Simone Veil, n'en déplaise. Évidemment, je ne flatte pas l'antisémitisme bien courant chez beaucoup de gens que nous connaissons. C'est un projet giscardien et chiracien. Voilà, c'est pas du tout un projet de Simone Veil. Mais enfin, c'était elle qui était la ministre de la Santé, et à cet égard, évidemment, par antithèse, par antiphrase, elle a été ministre de la Santé. À cet égard, elle avait présenté des choses comme ça. C'est devenu ensuite un moyen tout simplement contraceptif. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas un risque? Ah non, mais c'est déjà le cas. Parce que l'aide à mourir, c'est à la fois une obligation que l'on crée, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui est faite par un patient, le médecin doit y répondre, favorablement, défavorablement, mais il doit y répondre. Et par ailleurs, si vous voulez, c'est qualifié comme un soin. Donc ça n'est pas, je dirais, l'ultime recours après l'échec de tous les thérapeutiques existants. C'est une alternative aux soins, c'est un protocole de soins, tout simplement. C'est présenté comme ça. C'est présenté comme un soin. C'est là où il y a C'est peut-être un une soin. rupture philosophique. C'est-à-dire, tout est fait pour éviter aux souffrants de souffrir. Et donc, selon eux, la mort est une option. Mais si on tue quelqu'un, on ne supprime pas la souffrance, on supprime le souffrant. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Et donc, en fait, on élude la problématique. Et si des auditeurs peuvent se poser la question par leur vie personnelle, c'est quand même une question qui est très intime. Bien La sûr. souffrance, c'est quelque chose de très compliqué, mais je crois que si il y a 200 ans, admettons, la mort avait déjà été présentée comme une option, on serait passé à côté d'avancées médicales immenses. Puisqu'à partir du moment où la mort est une option, pourquoi s'entêter, pourquoi perdurer dans la recherche médicale pour essayer de solutionner De résoudre. des problèmes, Mm. de soulager la souffrance, puisque de toute façon, la mort est une option et elle est assez simple, et en plus, malheureusement, elle est plus économique. Et c'est ça qui est terrible aussi à entendre. C'est que supprimer un souffrant, ça coûte moins d'argent que de le maintenir en vie. Et donc, Ouais. il y a la limite là, je ne fais pas de procès d'intention, mais il y a une situation qui est très dangereuse, et on le voit, par exemple au Canada, si mes souvenirs sont bons, c'est référencé, ils font des économies de l'ordre de 149 millions de dollars par an. Donc c'est quand même... C'était à ça que je pensais. C'est-à-dire que on commence par dire qu'on vient au secours de la personne qu'on va tuer, du moins qu'on va aider à se suicider. Et puis après, ça pourrait devenir une manière très commode et légale, bien sûr, de se débarrasser de nos parents, de nos grands-parents qui coûteux. s'entêtent à dormir à devenir centenaires. On pourra en parler. Il y Oui. aura des dérives, nécessairement des dérives. Ouais, Aujourd'hui, ouais. c'est soi-disant encadré, mais les dérives sont déjà là, mais il y en aura nécessairement Et d'autres. peut-être une Ouais. parenthèse, c'est vrai que la France, en tout cas, a une relation particulière avec ses animaux de compagnie. Nous sommes des gens qui aimons nos animaux de compagnie. Et peut-être qu'avec l'anthropomorphisme, beaucoup de gens appellent leurs chiens mes bébés, etc. Donc il y a vraiment un lien particulier. Et c'est vrai qu'à la fin de vie de son animal de compagnie, la question de l'euthanasie se pose. Oui, oui. Et la question économique se pose. Et là, nos auditeurs, tout le monde qui a eu un chien ou un chat, le reconnaîtra. Si vous n'avez pas les moyens de payer l'acte médical pour soigner votre animal, vous préférez ne pas le voir souffrir, et donc vous optez pour, de mémoire, les tarifs, je crois que c'est 90 € la piqûre d'euthanasie, et euthanasier votre animal. Mais ce qui est dangereux, c'est de faire le parallèle. Et donc, en fait, les mœurs évoluent de façon à ce que ce qui se passe pour son animal de compagnie pourrait se passer pour mamie ou papy, Oui, parce que bien sûr. mamie et papy est aussi un poids, et qui finalement, il me coûte, et il coûte à la société. Là, je suis très gêné par cette De situation. toute façon, comme nous n'avons pas d'âme,
Il y a pas tel- il y Il a n'y a, déjà il y a pas beaucoup- d'étincelle divine, il y c'est a ça? pas- Ben, alors non, ça c'est du bouddhisme, mais nous n'avons pas d'âme et par conséquent, pourquoi faire une différence entre Médor et Mémé? Donc, quand vous dites 90, moi j'ai fait euthanasier mon chien il y a très longtemps déjà, une bonne dizaine d'années sinon plus. Je me souviens de 400 € à peu Ah, parce que près. c'était un gros chien. Je crois que c'est en fonction du poids de Mais l'animal. je pense que c'est surtout Ah il y a oui. derrière l'équarrissage, enfin bon, toute Non, puis il y la... avait faut une s'en radio. débarrasser un Il y avait peu une derrière. radio en fait pour Et voir oui. qu'il était. Et après, il y a une procédure derrière, on peut pas enterrer son chien. Enfin, moi, il y a beaucoup de Ouais, il y a règles. beaucoup de choses, c'est vrai. Même chez soi, à la campagne, on peut pas. Voilà. Alors, si on Vraiment. veut avancer avec méthode, qu'est-ce que ce texte change concrètement? Alors, très simplement, avant la proposition de loi, Falorni, qui, si elle était adoptée, deviendrait donc une loi et entrerait dans le droit positif. Avant cette proposition de loi, il y avait une loi bien connue qui avait été complétée par la loi Claes ensuite, la loi Leonetti, qu'on appelle la loi Claes-Leonetti ou Leonetti-Claes, donc loi Leonetti 2005, Claes 2016. Et cette loi, si vous voulez, elle avait assuré aux Français, elle était déjà discutable à bien des égards, mais l'idée, c'était de garantir un soulagement de la douleur jusqu'au terme naturel. Et puis d'éviter, dans un premier temps, ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, puis l'obstination déraisonnable. C'était ça. Mais ce qui enfin, je veux dire, Bien sûr. soulager la souffrance, je crois que personne n'a envie de souffrir. Si on peut soulager la souffrance, si on peut éviter d'appliquer des traitements jusqu'au bout qui finalement posent plus de difficultés et d'inconvénients qu'ils ne résolvent de problèmes, bien sûr, je veux dire, personne n'a l'inhumanité de le contredire. Maintenant, il faut voir aussi ce qu'on appelle un traitement. Rappelez-vous l'affaire Vincent Lambert. On a assimilé l'hydratation et l'alimentation à un soin. Est-ce que c'était réellement un soin? Bon, ça, c'est un sujet sur lequel je ne reviendrai pas, mais cette loi posait déjà des problèmes avec la sédation profonde terminale. Bon. Mais on ne donnait pas la mort. Avec cette proposition de loi, et si elle était adoptée, on donnerait la mort. C'est un bouleversement majeur, c'est un renversement de valeurs, c'est un changement éthique, c'est une forme, j'allais dire, de trahison du serment d'Hippocrate. D'ailleurs, la plupart des professionnels, ceux qui connaissent ce sujet, les soins palliatifs, dans les services des grands hôpitaux parisiens, à l'Assemblée nationale, la plupart de ceux qui sont aux côtés des patients, aux côtés des malades, des plus fragiles, étaient opposés à cette proposition de loi, parce qu'ils connaissent les réalités et qu'ils savent ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et comment il faut accompagner, et non pas comment il faut écarter. Se débarrasser. Voilà. Mais est-ce que ça peut pas évoluer dans le bon sens républicain, hein, c'est-à-dire dans le mauvais sens? Parce que, vous savez, le serment d'Hippocrate, ça fait déjà longtemps qu'il a été bafoué. Certains disent du serment d'Hippocrate, il est plutôt hypocrite. Oui, d'hypocrite. Mais Non, bon. parce que souvenez, alors je reviens encore, parce que je suis obstiné à mon avortement, mais je vous signale que je vous rappelle que dans le serment d'Hippocrate, je m'interdisais d'avorter, de commettre un acte abortif. Or, ce texte-là a été retiré du serment, eh ben on retirera... Oui, mais enfin, il y a ça veut toujours dire- quand même ce premium non nocere, c'est qu'on ne doit pas nuire quand même aux patients. Alors, Non nocere. oui, c'est ça, premium non nocere. Oui. Oui, mais Maître Laurent, c'est une prononciation Ah, c'est probablement meilleur. ecclésiastique. Ecclésiastique, Et oui. vous, académique, c'est ce qui vous sépare. C'est mon côté, c'est la Peut-être calotte. rappeler quelque chose donc, sur ce qui existait et ce qui va exister si cette loi passe. Effectivement, aujourd'hui, dans l'objectif toujours de soulager la souffrance, on pouvait être amené à proposer des méthodes, des médicaments qui avaient des risques, effectivement, d'abréger la vie, comme par exemple l'anesthésie. Mais la volonté initiale, c'était de soulager, de tout faire pour soulager la souffrance. Or là, ce n'est plus la même intention. Et je fais même pas, c'est pas d'un procès d'intention, c'est écrit. Là, c'est éviter pour éviter que la personne se pose même la question de est-ce que je veux mourir, est-ce que je veux pas mourir, on le supprime s'il le veut, bien sûr, avant ou au début, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a des délais très très courts. Oui, absolument. Et donc ces délais très courts, c'est-à-dire qu'en 3 jours, on expliquera comment, mais en 3 jours, on pourrait se retrouver par suicide assisté, donc soit on me vend le poison, je le prends,
ou soit je suis dans l'incapacité de le prendre et c'est un médecin qui me le donne, en contradiction avec le serment d'Hippocrate. Oui, c'est ça. C'est un médecin qui vous le donne. Ou un pharmacien. Ou un voilà, infirmier, un médecin, un infirmier, dit le texte. Mais effectivement, ce que rappelle très justement Jos Jos Lumia. Lumia, c'est ce qu'on appelle en morale fondamentale le double effet. C'est-à-dire qu'on peut poser un acte bon qui aurait éventuellement un effet qui lui serait mauvais mais non recherché. En revanche, on ne peut pas poser un acte mauvais dont on sait déjà que l'effet sera mauvais. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est peut-être ça la différence. Avec la loi Leonetti, on était sur le double effet, c'est-à-dire l'idée c'était de soulager la souffrance, mais il pouvait arriver que la morphine entraîne une mort plus rapide. Ici, on est dans l'effet pernicieux dès le départ, puisqu'il est recherché. L'objectif, c'est même la en mort. morale fondamentale, c'est un acte qui n'est pas moral. Voilà. L'objectif, c'est la mort, même si par les défenseurs, il est présenté comme un soin. Mais la mort présentée comme un soin, Oui, c'est absurde, bien sûr. c'est, c'est confondre Asclépios et Thanatos. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, c'est ça. On est encore dans la culture grecque. Hein. Oui, Ça fait du plaisir à entendre. Parce qu'on n'a pas le droit de parler anglais ou ici à la de On Courtoisie. peut parler grec, latin, italien, espagnol. Italien, espagnol, je crois pas. Il se trouve Non. qu'on se méfie de l'Empire américain, Non. mais je crois Bon. qu'on n'a pas le droit Grec non et plus. latin. Il y a le petit cochon Araméen. ici dans lequel vous mettrez une pièce si vous dites un mot. Mais le latin, c'est possible, le grec aussi. Et le grec, il n'y a aucune raison de se priver. Hein. Où qu'est la bonne Pauline, Allagar, etc. On a même intérêt. Si on veut bien comprendre les choses, il faut revenir à la racine. Non, je faisais une blague, mais... Oui. Est-ce que vous pensez... J'ai fait mine. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait, volontairement ou involontairement, une solution de continuité entre la loi précédente, donc Leonetti, je sais pas quoi, et Claes Alors, c'est drôle d'ailleurs, Claes, vous savez qu'il a été maire de Poitiers, et renversé par une écologiste qui donnait 20 000 € par an à une association d'embrasseurs d'arbres, c'est-à-dire des gens qui ils étaient payés, enfin en tout cas subventionnés, pour enlacer des arbres. C'était charmant. c'est Donc autrement dit, il y a une conception de l'être vivant. intéressant, les finances locales, il faut toujours Ouais. y revenir pour comprendre. Alors elle a fini par être chassée parce qu'elle a commis la maladresse de vouloir s'allier aux islamo-gauchistes et donc elle a perdu l'élection. Là. Elle ne restera pas maire, cette amie des arbres. Mais ça montre bien cette question-là. Quelle est l'idée qu'on se fait de la vie, en l'occurrence de la vie humaine? Et donc je repose ma question, est-ce qu'il y avait un lien ou est-ce que c'est vraiment une Alors, rupture? c'est difficile d'établir un lien parce que M. Leonetti lui-même était défavorable à cette proposition de loi. Maintenant, c'est toujours la même chose, c'est la difficulté de la boîte de Pandore. Ouais. À partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, Mhm. on ne sait jamais ce qui va en sortir. C'est comme pour le Pax, qui a donné Oui, c'est l'esprit escalier. le mariage homosexuel, qui a donné évidemment l'adoption, qui a donné la PMA, qui donnera, parce que c'est évident, Oui. la GPA. Voilà, si vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous finissez par... C'est le bras qui est emporté par l'engrenage. Ouais. Donc c'est naïf que d'imaginer. Donc probablement que si nous, on est capable de l'imaginer, certains sont tout à fait capables de le théoriser. Oui, Mais oui. d'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque souvent, quand on parle d'euthanasie, les gens se positionnent dans une situation excessivement rare où il y aurait une maladie incurable, très douloureuse, où on n'arriverait pas à soulager la souffrance. Déjà, ne pas réussir à soulager la souffrance, c'est faux. La question des soins palliatifs est une grande question. D'ailleurs, nous n'avons pas dit, mais elle était scindée en deux lois. Hein. La loi des soins palliatifs a été Absolument. votée. Et là, donc, c'est la loi fin de vie, donc disons euthanasie. Si Nous avions déjà dit de toute façon que il y avait, disons, deux lois différentes. Et donc là, ça ne porte plus sur les soins palliatifs. Oui, ça tout à porte fait. Vraiment, Oui. Mais du disons coup, que les deux justement, lois ont été si étudiées en même temps. Et là, si on a fait une loi sur les soins palliatifs, c'est bien qu'il manquait de soins palliatifs. Bien Oui. sûr. Il y avait Bien une sûr. problématique. Bien sûr. Et avant même qu'on soit en situation de dire les soins palliatifs sont possibles pour tous, dans tout Ouais. territoire français, Bien sûr. on vient proposer l'alternative de la mort avec cette loi euthanasie. Et c'est ça qui est terrible, parce que du coup, les gens pensent se retrouver dans une situation d'extrême souffrance et ne voulant pas souffrir, se disent, moi, si ça m'arrivait, je voudrais effectivement l'euthanasie ou le suicide assisté.
Mais en réalité, cette situation ne devrait pas arriver. Et quand je dis que l'esprit Scali a déjà commencé, ça s'est élargi, puisqu'on parle de souffrance psychologique, etc. On y viendra après. Mais quand une personne fait vœu de mourir, est-ce que c'est elle qui parle ou est-ce que c'est la maladie qui parle? Est-ce que c'est une personne saine, heureuse, qui est entourée, qui est aimée, qui elle-même aime? Ou est-ce que c'est une personne esselée, seule, déséquilibrée? Oui, bien sûr, oui. Voilà. On est dans le phénomène des passions tel que l'entendaient les Grecs. C'est dans passion. Il y a pathos, dans pathos, il y a pathologie, la passion du Christ, la souffrance, etc. Donc on n'est pas du tout dans la raison qui devrait guider, en principe, nos législateurs. Je vous propose j'aurais une dernière question avant qu'on fasse une petite pause, d'ailleurs. Quand vous dites... le médecin peut décider donc de vous tuer. Mais comment savoir si la personne qui est tuée voulait qu'on la tue? Alors c'est compliqué, on en reparlera peut-être plus longuement tout à l'heure. Mais... très bien. Mais sauf si non, mais c'est vous qui êtes le patron. On va faire la pause et puis on va aborder cette question qui est une question très intéressante. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous reprenons notre conversation à une question qui s'était posée. Là, vous dites quelqu'un qui est dans un état de souffrance intense, c'est un médecin, voire un simple infirmier. Il n'y a aucun mépris pour les infirmiers. Qui pratique l'acte. Enfin, qui délivre la substance. Oui, mais c'est un médecin qui l'a prescrit. Non, c'est un médecin. C'est un médecin. Non. Oui. Alors, le médecin prescrit. Quel est le rôle du suicidé là-dedans, de celui qu'on aide à suicider? Le suicidé, si j'ose dire. Le patient que l'on dit éligible, puisque c'est le terme, on est éligible au droit à mourir, à l'aide à mourir. On n'est pas concerné, on est éligible. Le terme est, je trouve, atroce. Là, c'est démocratique. Moi, je trouve ça beau. Il est atrocement démocratique. Et le patient fait la demande. Il fait la demande à un médecin, qui donc, s'il est dans un EHPAD, il peut faire la demande au médecin qui est dans l'EHPAD. Enfin bon, on expliquera tout à l'heure les établissements concernés. Il fait la demande au médecin, qui lui a 15 jours pour répondre. 15 jours, 15 jours, c'est quand même très très peu. 15 jours pour répondre. Pardon, qui a jusqu'à 15 jours. Qui a jusqu'à 15 jours il maximum. Peut répondre le jour même. Oui, qui a jusqu'à 15 jours pour répondre, mais enfin, il doit convoquer quand même un collège pluridisciplinaire, professionnel, on dit, qui ne rend qu'un avis consultatif, qui est composé du médecin référent, donc c'est ce médecin qui ont fait la demande, le médecin référent, un spécialiste de la pathologie, qui ne pourra, s'il le souhaite, examiner, entre guillemets, le patient qu'à distance, donc pas d'examen clinique, et par un aide-soignant ou un auxiliaire médical. Alors, les auxiliaires médicaux, je crois qu'il y a, on peut parler des podologues, enfin bon, il y a toute une liste d'auxiliaires médicaux qui composent donc ce collège, qui ne rend qu'un avis consultatif. Le médecin a 15 jours effectivement maximum pour donner sa décision. Oui, je réponds à votre demande. Non, je la refuse. Le patient, si la demande est acceptée, si la demande est refusée, il peut faire un recours contre la décision du médecin. Si la demande est acceptée, le patient a un délai de 2 jours de réflexion. 2 jours, c'est 2 mois en Belgique. 2 jours de réflexion, minimum. Et on pourrait citer d'autres exemples où c'est plus de 2 mois. 2 jours de réflexion, au terme desquels il confirme ou il infirme sa demande auprès du médecin référent, qui devra ensuite l'informer sur les conséquences de l'acte, sur les conséquences, on les connaît, mais sur les modalités d'exécution, sur les risques attachés, etc. Et encore, c'est une information qui, quand on regarde les textes, est assez incertaine, je trouve. Elle n'est pas très encadrée. Donc, ça laisse à penser que le médecin, il informera un peu comme il le souhaitera sur les modalités d'exécution et les risques, parce que vous avez certaines administrations de substances létales qui peuvent entraîner des souffrances particulières, des fausses routes, enfin je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais il y a probablement un certain nombre de choses qui pourraient être abordées, qui ne le seront pas nécessairement. Et puis ensuite, c'est le passage à l'acte. Donc le médecin délivre une ordonnance, le patient, ou s'il en est empêché, un tiers, se rend chez le pharmacien, qui a l'obligation
de préparer la substance létale. On pourra parler tout à l'heure de la question des clauses de conscience, je pense, parce qu'il y a un certain nombre de points graves que vous vouliez aborder, donc on les abordera. Qui délivre la substance, et ensuite elle est soit administrée au patient par le médecin ou l'infirmier, soit effectivement le patient peut se l'administrer seul, semble-t-il, si il en est capable. Mais si les choses vont plus vite que ça, c'est-à-dire il arrive quelque chose, maladie soudaine, accident, je ne sais quoi, et le patient rapidement décide d'en finir et de mourir. Là, il n'y a pas... Enfin, c'est qui prend une décision? Est-ce que... on n'a pas prévu, par exemple, que quelqu'un dise, en bonne santé, là... moi, j'écris sur un papier, je souhaite qu'on m'euthanasie si je souffre trop. Comment est-ce que ça se Pas passe? pour l'instant, mais il est probable que ce soit ce qu'on appelle les directives anticipées. De la même manière que vous précisez si vous voulez faire don d'organes ou non, oui, voilà. très probablement qu'on arrivera à un moment donné à cette question-là. On ajoutera ça aux directives anticipées. Je disais tout à l'heure, ça peut se passer très rapidement en 3 jours, puisque le patient fait la demande, le médecin ayant jusqu'à 15 jours pour quoi faire finalement? Pour regarder, non pas pour émettre un jugement moral, hein. C'est juste pour regarder si ça rentre dans les bonnes cases, si la maladie convient, si la situation convient, etc. Donc, ça peut se faire en une journée. Mais si le patient... Et après, il n'a que 2 jours minimum, le patient, maximum, pour réfléchir. Pour réfléchir. Donc, c'est pour ça qu'en 3 jours, on pourrait se retrouver à passer à l'acte. Mais s'il n'est pas en état de le demander, est-ce que quelqu'un peut le demander à sa place? Par exemple, sa femme, ses enfants? Non, aujourd'hui, non. On n'en est pas encore à arriver à cette extrémité. Je pense que... On parlera tout à l'heure. Moi, je dis, quand on m'interroge, on me dit, mais quel est le trou dans la raquette? Moi, je dis, écoute, il n'y a plus de cordes, donc il n'y a plus de raquette, en fait. Il n'y a que des trous. Donc ça pourrait arriver. Donc, ça n'est pas encore, mais ça pourrait arriver. Ce ne sont que des dérives. Aujourd'hui, ce texte, il n'est fait que de dérives, mais le pire n'étant jamais certain, les dérives pourraient être bien plus importantes. Aujourd'hui, il n'est pas question on en parlera tout à l'heure, mais il n'est pas question que ça touche les mineurs, il n'est pas question que donc les parents puissent demander pour leurs enfants, qu'un mineur puisse demander pour lui-même. Enfin, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui n'existent pas. Qu'on puisse demander ça pour son grand-père ou sa grand-mère, qui décidément prend un peu de temps à quitter cette terre où on les a trop longtemps supportés, etc., etc. Voilà. Donc, on n'en est pas encore là. Mais c'est certain que pour les promoteurs de ce droit, ou pour une partie d'entre eux, des déclarations ont déjà été faites sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais je ne voudrais pas me retrouver dans la 17e chambre correctionnelle si jamais je disais quelque chose qui ne plaisait pas à leur auteur, mais des déclarations ont été faites par un ancien parlementaire en disant que c'est le pied dans la porte, et qu'une fois que le pied est dans la porte, elle s'ouvrira. Bien sûr, elle s'ouvrira, et à ce moment-là, le droit, il sera très largement étendu pour n'être plus qu'un seul et unique droit universel, certainement. Dans l'esprit de beaucoup de gens, en tout cas, qui le souhaitent depuis longtemps, je suis certain que c'est la finalité ultime. Mais parce que là, vous parlez de droit, mais on peut imaginer... Ça se transforme en devoir. Oui, c'est-à-dire qu'un jour... Un impératif moral, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'un jour, on puisse dire, ma mère, mon père, etc., sont sous curatelle, de toute façon, ils sont incapables. Ils sont en plus complètement Alzheimer, et ils souffrent terriblement, ils sont incapables de prendre eux-mêmes leurs décisions. Je vais le décider moi-même. On peut y arriver à ça, pas tout de suite? Pas tout de suite, mais... Moi, je pense qu'on peut... En tout cas, c'est pas prévu, mais ça... Le droit ne le prévoit pas, mais le droit... ne l'empêche que timidement aujourd'hui, donc il n'est pas du tout dit que... Dans des pays voisins, si je ne me trompe pas, la Suisse par exemple, personne en très bonne santé peut prévoir un suicide médicalisé, etc. Oui. Donc dans des pays, ça se fait. Donc si ça se fait ailleurs, ça pourrait se faire chez nous. Mais c'est un pays où le progrès avance plus vite qu'ailleurs, en fait, la Suisse, j'ai oui, remarqué ça déjà. Et puis, culturellement, nous sommes catholiques, ils sont protestants, enfin, il y a des sensibilités différentes. Vous savez que c'est pareil pour les États-Unis d'ailleurs. Hein. Les États-Unis, Canada. Les États-Unis, ça dépend des États. Ça dépend des États, mais pour dire que la sensibilité étant protestante n'est pas la même historiquement que le catholicisme. Il y a un subjectivisme qui permettait, par exemple, j'en reviens toujours à ma marotte, mais c'est pas une marotte, c'est pour moi, il y a un continuum, disons, avec l'avortement. En Suisse, c'est un produit innommé. C'est un produit.
Hein, c'est-à-dire que quand, Ouais. quand madame est tombée enceinte, c'était pas... Déjà, je déteste ce verbe tomber, mais enfin, c'était un produit. Et alors, il est innommé puisqu'on a décidé de pas le nommer. Mais alors, est-ce qu'il est Mais innommable? C'est évidemment toute la question. Pour Par éviter... contre, Oui, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, même si la personne elle-même fait le souhait de participer à un processus de suicide assisté ou d'euthanasie, la subjectivité pour savoir si cette personne a réellement bien pris sûr. Ouais. cet acte dans toute sa mesure, etc., est immense. Là, bien c'est sûr, c'est oui. le médecin, c'est le seul médecin référent qui appréciera la liberté, la volonté libre et éclairée. Peut-être un petit mot justement des conditions pour bénéficier de ce droit entre très gros guillemets. Oui, allez-y, maître. Peut-être, si vous le Allez-y. permettez, comme Oui, oui, ça, oui. ça éclairera nos... Oui, Et oui, puis oui. Joss Lumia l'a déjà abordé. Bon, d'abord, il faut être âgé d'au moins 18 ans, on l'a dit, donc aujourd'hui, exit les mineurs, D'accord. Pour l'instant. pour l'instant. Ouais. Il faut être de nationalité française ou résider de manière stable et régulière sur le territoire français. Voilà. Il faut être, alors je prends mon texte parce que c'est un peu... Il faut être, les mots ont un sens très lourd, être atteint d'une affection grave et incurable, bon, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, donc en phase avancée, donc pas en phase terminale uniquement, Qu'est-ce que c'est que la phase avancée? caractérisée par Définition. l'entrée dans un Oui, bien processus sûr, irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne qui est malade, qui affecte sa qualité de vie en phase terminale, phase avancée ou phase terminale. Donc on n'est pas uniquement sur les personnes en fin de vie. Donc déjà quand on parle de loi fin de vie, c'est C'est un une mensonge. supercherie. Oui, voilà. Et puis définir phase avancée. Bien sûr, c'est ce que... Quel moment on considère que c'est En plus- assez avancé, pas assez avancé? Ça, c'est le médecin qui en décide. C'est le médecin et puis C'est sa le patient en subjectivité. quelque sorte aussi parfois. Mais présenter une souffrance liée à cette affection, il faut quand même qu'il y ait une souffrance, parce que bon, on nous dit d'apaiser la souffrance, qui soit réfractaire au traitement ou insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou arrêter de recevoir un traitement. Sachant qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Mais c'est une souffrance qui n'est pas nécessairement qui n'est pas uniquement physique, ça peut être aussi une souffrance psychique. Ah, là, vous venez de dire le contraire. Ah non, j'ai dit que la souffrance psychique ne suffit pas. Mais la souffrance psychologique, elle existe quand même, en plus de la souffrance effectivement physique. Donc, une personne, je ne sais pas moi, qui... Qui est en dépression, on peut pas Ah si, à une personne qui serait atteinte d'une dépression, d'ailleurs les amendements ont été refusés à l'Assemblée. Oui. Il a été question d'exclure les personnes atteintes de maladies mentales, les personnes dépressives, les personnes sous protection, c'est-à-dire les majeurs protégés, les Handicapés. personnes handicapées. Tous ces amendements ont été refusés en bloc. Au nom de quoi? Au nom d'un droit qui ne doit pas discriminer. Tout simplement. C'est ce qu'on a entendu. Les députés qui étaient opposés à ces amendements, qui sont des amendements que j'allais dire un peu qui venaient à la rescousse de ce bateau qui sombrait, ont dit « Ah mais attendez, pourquoi est-ce qu'on va discriminer les personnes handicapées? Il n'y a pas de raison aussi, elles ont le droit aussi. » C'est quand même absolument délirant. Les mêmes qui vous disent matin, midi et soir qu'il faut protéger les plus fragiles. Alors, chacun a ses plus fragiles. Mais qu'il faut protéger les plus fragiles, les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis. Là, il n'est plus du tout question, mais plus du tout question de protection. Donc, quelqu'un qui est en dépression, ça peut se passer en 3 jours. 3 jours pour le médecin et 5 jours, en fait. On va dire 3 à 17 jours. Oui, Oui, mais ça. au minimum, c'est 5 jours, parce que Non, c'est 3. C'est 3. non, le médecin a 3 jours. Non. Le médecin a jusqu'à 15 jours. Oui, mais il faut le temps de convoquer le conseil Mais oui, mais si, mettons, on est dans un CHU et que tout se fait très rapidement. Moi, je dis 3 à 17 jours, généralement, effectivement. Ouais, donc, on peut imaginer qu'en 3 jours, quelqu'un qui est en dépression se fasse tuer, voilà, parce qu'il a dit... Mais attends, il faut quand même être atteint d'une affection grave et incurable. Alors après, il faut voir ce qu'on appelle l'affection grave et incurable. Mais pour vous donner une... Ah oui, il faut sans entrer dans les questions de maladie mentale ou Ouais. de dépression, à la limite, qui sont déjà bien compliquées. Restons sur la question physique. Un insuffisant rénal chronique, c'est incurable. un diabétique, C'est incurable. qui répondrait aux conditions que je viens de donner, à qui il resterait 5, 10, 20, 30, 40 ans de vie devant lui, avec tous les progrès que la médecine pourrait effectivement Et effectuer, qui ne sont pas des pronostics qui ne sont pas des sûrs, hein. pronostics vitaux Aucun médecin engagés ne s'engage à 100%. à court terme, absolument. Puis en plus, la médecine est peut-être capable demain de faire d'incroyables découvertes Mhm. encore. Mhm. Eh bien, c'est
personnes, donc insuffisant rénal chronique, hein, je crois, ça représente 50 000 insuffisants rénaux chroniques en France aujourd'hui. Les diabétiques, je pense que, alors évidemment, ce sont des diabétiques quand même assez lourds. C'est, je ne sais pas combien de dizaines de milliers, mais je crois que c'est aussi très important. Eh bien, ces personnes sont éligibles, selon le terme consacré, au droit à l'aide à mourir. Est-ce que... C'est pourquoi, pardon, je fais une Oui, parenthèse je vous en prie, d'amendement, j'ose même si l'amendement n'a pas été voté. Mes députés, donc Anne Sicard, Thibault Monnier et Eddie Casterman, avaient déposé un amendement qui instaurait un délai incompressible de 15 jours avant toute décision médicale sur une demande d'euthanasie ou de suicide assisté, et qui portait le délai maximal d'instruction à 30 jours. C'est ce qu'on appelle un amendement de repli, c'est-à-dire qu'on est opposé à la loi, et si par malheur cette loi passe, il y a des biais indécents qu'il faut essayer de corriger autant que faire se peut, même si l'idée même que la loi puisse passer est déjà un échec. Et donc c'était pour corriger le fait qu'en quelques jours, une personne pouvait se retrouver à se suicider ou à se faire euthanasier, parce que combien de situations y aura-t-il où pendant une période, il y a une vraie perdition, il y a peut-être une vraie volonté de mort qui est éphémère, mais 3 mois plus tard, parce qu'il y a eu un accompagnement psychologique, physique, parce qu'il y a eu un soin palliatif, l'envie de mort a disparu. Et pour éviter de se retrouver dans cette situation où on se serait euthanasié, ou un médecin, du coup, aurait acté un acte d'euthanasie trop tôt, laisser le temps aux patients de se soulager, de bien réfléchir, de se faire entourer, de se faire accompagner pour éviter l'irréparable. Ouais. Sachant que, c'est une anecdote, c'est pour faire sourire et en même temps un peu jaune. Aujourd'hui, vous achetez un produit à distance, vous signez un contrat hors établissement à distance, vous avez, le Code de la consommation vous donne 14 jours de rétractation. Donc vous avez un délai de réflexion en quelque sorte de 14 jours quand vous achetez ou quand vous faites un prêt. Bon. Et là, pour l'acte le plus grave qui soit, Oui, c'est ça, oui. 2 jours de réflexion. Enfin, c'est quand même, rien que cela, ça aurait dû suffire aux quelques abstinents, j'allais dire, en tout cas à ceux qui se sont abstenus. Oui. De voter contre, pour voter contre. C'est quand même absolument délirant. 2 jours, 3 à 17 jours, on l'a dit, mais alors on pourra en reparler tout à l'heure, mais aujourd'hui, il faut entre plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains territoires, pour accéder, même sans accéder aux soins palliatifs uniquement, à des centres de soulagement de la douleur. Mettez-vous à la place de la personne qui n'a pas de moyens, qui souffre, qui doit être changée tous les jours, qui n'a pas d'auxiliaire de vie, 24 heures sur 24 à la maison, d'infirmière, à domicile, etc., etc. Et à qui on dit, écoutez, ma brave dame, de toute façon, avant d'être soulagé de vos souffrances, de toute façon, les budgets, vous savez ce que c'est, avant d'être soulagé de vos souffrances, il va falloir quand même attendre quelques semaines, quelques mois, avant d'être entendu dans vos souffrances, parce que les soins palliatifs, c'est ça, c'est quand quiconque s'est rendu une fois dans un service de soins palliatifs, en est ressorti transformé. C'est extraordinaire le travail que font tous ces gens, extraordinaire. Eh bien, on va dire à cette personne, quelques semaines, quelques mois, quelques années, alors que, allez, c'est un nouveau protocole de soins, après tout, on doit vous proposer l'offre de soins. Oui, c'est ça. Alors que 3 à 17 jours, madame, si vraiment c'est terrible, terrible pour vous, que vous n'en pouvez plus, 3 à 17 jours, et ce sera terminé. Que va faire la personne qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le soutien, qui n'a pas la famille? Que va-t-elle faire? Je suis désolé, mais c'est un peu comme, vous savez, quand on se promène dans la rue et que les gens disent à côté d'une personne SDF et que les gens caressent le chien mais ne disent pas bonjour au SDF. Oui. Non mais, c'est-à-dire quelle société on veut demain? Quel message on envoie aux personnes fragiles, aux personnes handicapées? En plus, vous savez, moi j'ai un enfant handicapé, donc je sais ce que c'est, mais je m'inquiète terriblement pour son avenir demain. Dans quelle société il va vivre? Est-ce qu'un jour on décidera pour lui qu'il coûte trop cher et qu'il est question de, puisque les dérives, on l'a dit, elles sont possibles. Elles sont déjà là en partie, mais elles sont possibles encore. Quelle société voulons-nous? Si la mort devient un droit, la vie devient une option. Et rien que cette présentation fait froid dans le dos.
De toute façon, il n'y a plus de droit à la vie depuis 1975. Non, mais j'en reviens toujours, il n'y a pas de droit à la vie. Il existe, mais il est violé dès le commencement. Oui, c'est à partir du moment où vous n'êtes pas certain de pouvoir naître quand vous avez été conçu, il n'y a donc pas un droit à la vie. Donc, c'est pour ça que je vois... Alors, si je suis très provocateur, on n'en est pas là quand même. À savoir que, après tout, ce n'est qu'une justice immanente, parce que comment je vous sens venir. que les avorteurs se fassent tuer par ceux qui n'ont pas été avortés, après tout, pourquoi pas. Enfin, mais en fait, c'est pas encore vrai, ça. Ça arrivera un jour, mais c'est pas Ça encore... arrivera un jour, parce que comme on est dans une société qui refuse l'incarnation, vous l'avez écrit vous-même, hein, la véritable difficulté de cette société depuis toujours, l'éternel combat, je sors de mon rôle, mais l'éternel combat du bien et du mal, c'est le refus de l'incarnation. C'est une société qui, de toute manière, refuse l'incarnation, donc elle ira jusqu'au bout, je pense, dans ses dérives, pour être dans la maîtrise totale des choses. Ce à quoi Jost Lumia, qui est d'une autre culture, vous répondra que le droit romain suffit. Infans conceptus pronetu habitur. Oui, d'ailleurs, un enfant, le même enfant qui, dans une situation, serait considéré comme non viable, etc., et pourrait faire l'objet d'un avortement, ce même enfant, si on considère qu'il a intérêt à être réputé né, parce qu'il est, par exemple, bénéficiaire d'une assurance vie, il est héritier. Eh bien, il est héritier, il est réputé né. Oui. Encore une fois, c'est comme une femme qui a un accident de voiture et qui perd un enfant et qui est enceinte. Voilà. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé. Il y a une jurisprudence extrêmement abondante sur le sujet qui a fait pousser des cris d'orfraie à peu près à tout le monde parce qu'elle a changé. Mais dans certains cas, on considérera qu'effectivement, si la femme considère qu'elle porte un enfant, alors il y a peut-être un préjudice à indemniser. Bon, même si on sait que maintenant le juge a tranché en défaveur, et dans d'autres cas, non. Mais il y a même eu. C'est la subjectivité au pouvoir, en fait. Ouais, et cette loi, c'est ça. C'est il y a la même eu subjectivité. plusieurs cas où la dame allait chez son gynéco. Oui. Donc c'est bien qu'elle ne portait pas une calculatrice électronique, non, mais un puis enfant. Elle avait préparé la chambre, donc il y avait un désir d'enfant, pour reprendre la phrase du professeur Israël Nizan, de mémoire. Non, mais le dernier cas, ça a été ce brave comique qui nous fait tellement rire. Pierre Palmade. Oui, c'est ça, Pierre Palmade. Exactement. Et alors que le parquet avait retenu l'homicide involontaire pour l'enfant, effectivement, c'est pas possible. Cette qualification n'a pas été... vous ne pouvez pas. Le parquetier, il appliquait une jurisprudence qui a eu cours, puisque, si vous voulez, les tribunaux peuvent aller contre, ou les cours d'appel, contre la Cour de cassation, peuvent se contredire les uns les autres, ça arrive, il arrive aussi que la Cour fasse des revirements. Donc le procureur s'est dit, bon, moi j'applique ce qui a été une jurisprudence, un état du droit, un moment. Bon, il l'a fait. Il s'est fait taper sur les doigts derrière. Mais il a essayé. Donc, dans cette matière, le droit s'est contredit lui-même. Le droit s'est contredit, bien sûr. Alors, comment se contredit-il lui-même sur la question de l'euthanasie ? Alors, le droit, il se contredit. Alors, est-ce que le droit se contredit peut-être d'abord dans les conditions même de l'éligibilité, parce qu'il faut manifester une volonté libre et éclairée. Libre et éclairé. Qu'est-ce que c'est on laisse en pleine souffrance, est-ce que nous sommes véritablement libres et éclairés ou est-ce que c'est la maladie qui s'exprime ? Dont le juge référent est seul l'arbitre, puisque il peut, le cas échéant, s'il le souhaite, de manière facultative, faire appel à un psychologue ou un psychiatre dans le cadre du collège pluriprofessionnel, mais ce n'est pas obligatoire. Imaginez dans le cas d'une personne dépressive. C'est un diabétologue à qui il est fait appel. Comme médecin référent. Parce qu'encore une fois, c'est pas au spécialiste de la pathologie. Donc, c'est-à-dire, de l'une des pathologies. Comment est-ce qu'un diabétologue, bardé de diplôme qu'il est, compétent qu'il est dans son domaine, pourra-t-il apprécier la liberté de la volonté de celui qui fait la demande ? Comment pourra-t-il dire « oui, il manifeste une volonté libre et éclairée » ? Ça n'est pas son métier. Cela, le professeur Juvin l'a dit, qui connaît bien le sujet à Pompidou, qui est un grand spécialiste aussi de ces questions. Il a dit, mais attendez, mais moi je ne suis pas capable de dire ce qu'il en est
de la volonté libre et éclairée d'une personne qui est dépressive. Il faut que je fasse appel à un confrère qui soit compétent, à un Et psychiatre. puis lui-même, en réalité, n'a pas une objectivité totale, bien puisque sûr d'un que non. confrère à un autre confrère, l'analyse peut différer. Absolument. Absolument. Donc ça, c'est déjà une première contradiction. Quand vous ne refusez pas ce droit aux personnes atteintes d'un trouble mental, alors on le refuse quand même, Dieu merci, à celles dont le discernement est gravement altéré. Mais c'est pareil, tout est dans les mots. gravement Qu'est-ce que altéré. gravement Qu'est-ce qu'un altéré discernement Donc un gravement discernement altéré altéré, on accepte. Gravement altéré, on n'accepte plus. Voilà. Mais à partir de quand est-ce gravement? Oui, c'est ça. Non mais Ouais, c'est bien c'est sûr. moi je le dis, On est- c'est le règne C'est de subjectif. l'arbitraire Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'arbitraire. entre les mains du médecin référent. Pauvre médecin référent entre nous, parce que moi je voudrais pas être à la place du médecin Mais- référent. Hein. Qui lui s'est engagé en médecine a priori pour soigner les gens, pas pour les tuer. Donc ça c'est une première contradiction. Dans les contradictions, vous avez une autre contradiction qui est magnifique. Celle-là, c'est que on ne protège pas non plus les majeurs protégés, c'est-à-dire ceux qui sont sous curatelle, tutelle, sauvegarde de justice, bon, un certain nombre de régimes juridiques qui existent aujourd'hui pour protéger les personnes qui en ont besoin. On ne les protège pas. Le curateur, le tuteur, le représentant a 2 jours, parce qu'il n'existe pas de recours au juge dans ce dispositif, on en parlera peut-être, mais a 2 jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection, l'ancien juge des tutelles, la décision. 2 jours. Et donc, je disais, le majeur protégé pourra faire une demande d'aide à mourir, alors que le droit français, dans certaines circonstances, lui interdit de poser un certain nombre, voire tous les actes de la vie C'est civile, ça qui est Oui, incroyable. mais- patrimonial. De vendre son appartement. sans Ça- autorisation du curateur, du tuteur, voire du juge des tutelles. Oui, ça c'est Enfin, du juge des incroyable. contentieux de la protection. Donc, ça, c'est une contradiction qui est magnifique et qui, en fait, dit tout de l'intention de ceux qui portent le texte. Mais c'est d'ailleurs pas la première fois. Songez que un enfant peut demander à changer de sexe. En revanche, il lui est interdit d'un tas d'autres choses parce il n'est pas majeur. Mais même un enfant mineur peut demander, du moins dans certains pays, je ne sais pas en France où on en est là-dessus. Soi-disant changer de sexe. On change jamais de Je suis sexe pas en un réalité. fin spécialiste de la question, mais je crois pas que les mineurs... Un enfant seul peut pas, mais si, en fait, la pression est, à ma connaissance, est faite sur les parents, et donc les parents cèdent, et donc oui, à partir de là, l'enfant peut être amené à prendre. Oui. Alors, il y a des gens qui revendiquent la liberté pour l'enfant. Oui, Quand je dis l'enfant, c'est-à-dire le mineur, de prétendument changer de sexe. Personne ne change de sexe, évidemment. Ça, c'est encore une autre imposture. Je vous propose qu'on fasse une autre pause et on en viendra à cette question que vous aviez soulevée par rapport au juge. Là. Oui. Reprenons, chers amis, Maître Lorat et Jos Lumia, cette conversation à bâton rompu sur cette loi qui n'a pas encore été votée totalement. Elle est en seconde lecture au Sénat, c'est ça, Jos Lumia. Qu'est-ce qu'on peut dire de contradictoire dans toute cette affaire? Parce qu'évidemment, c'est un naufrage du droit. Ça, on en a déjà vu d'autres. Oui, bon, Maître Lorat pourra l'expliquer mieux que moi, mais il y a une contradiction qui me semble assez évidente, c'est on n'a pas le droit de se suicider en se jetant d'un métro, etc. En tout cas, on est tenu d'intervenir. Les pompiers sont appelés, doivent empêcher les gens de se suicider. Ça, c'est le droit. Ouais. Mais dans cette situation, maintenant, on crée un droit d'une certaine manière au suicide. Bah oui. Et donc là, il y a une contradiction. Ça veut dire qu'il y aurait des bons suicides et des mauvais suicides. Comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Et- Ah oui, Ça. ça faut demander aux inconnus. C'est ça. Mais non, c'est effectivement, si vous voyez quelqu'un, et les pompiers les premiers, si vous voyez quelqu'un se jeter d'un pont, que vous pouvez l'empêcher, parce qu'il faut pouvoir l'empêcher, Bien sûr. voilà, Ou d'une et fenêtre. que vous ne le faites pas, c'est une omission de porter secours. Et C'est il y a ce que eu- les gens appellent la non-assistance Ah à personne oui, en danger ah oui. de manière plus triviale. Et ça, c'est un délit. C'est un délit. Donc c'est une infraction aussi. Si jamais vous êtes pris à cela, vous pouvez être condamné pénalement. Alors que là, Si vous faites... C'est même peut-être même pire, c'est si vous intervenez, vous pouvez aussi être condamné oui, parce puisqu'il y a le délit l'instauration d'entrave. d'un Il délit y a un délit d'entrave. d'entrave comme en matière de l'avortement. d'avortement. Ah oui, délit d'entrave. Sachant que le délit d'entrave tel qu'il est défini, il faudrait reprendre exactement, mais et à l'Assemblée, il y a eu toute une conversation à bâton rompu, là aussi très rompue, entre les députés. Le fait d'informer
d'informer. C'est pas vous essayez pas d'empêcher, vous enchaînez pas comme le docteur Dor autrefois non, aux le docteur cliniques. Dor, non. Vous confondez avec Claire Fontana. Vous parlez à un connaisseur, cher le maître. docteur Dor, il a été. Il s'enchaînait pas, peut-être Il pas. s'enchaînait pas. Il distribuait des. Non. Il y avait 2 écoles. Écoutez-moi, maître. Oui, mais j'ai bien connu le docteur Dor. Oui, et moi, peut-être encore plus. Sans doute. Mais il y avait Claire Fontana, il y avait cette école un peu à l'américaine SOS Enfants. qui consistait à entrer dans des avortoirs pour s'enchaîner, un peu comme dans les protestations contre la guerre du Vietnam. Vous voyez, c'était très américain. Et il y avait les prières devant les... Alors, le docteur Dor, lui, choisissait des jours, il avait un informateur... Il choisissait des jours où il n'y avait pas d'avortement prévu. On entrait dans l'hôpital et là, on se mettait à genoux et on priait. On récitait le chapelet, absolument. Bon, alors, moi, j'ai suivi le docteur Dor que j'ai eu l'honneur de connaître et il y a eu, soi-disant, des lits d'entrave, alors que nous n'entravions rien du tout. Non, mais non. On ne rencontrait même pas des gens qui venaient avorter. Tout est dans l'intérieur. Oui, mais on va vous dire que... ça, ce sera pareil. Alors, on va vous dire que par la manifestation que vous avez faite d'une opinion publiquement, vous avez effectué des pressions psychologiques sur la personne. Sur personne, puisque personne ne venait ce jour-là. Oui, non, mais c'était diffusé, etc. Donc c'était l'opinion absolument, qui mais était... c'est un délit d'opinion. Et là, l'idée même... que vous puissiez dire à quelqu'un, attention, parce que l'aide à mourir, dans aide à mourir, il y a quand même mourir. Donc, ça veut dire que la conséquence, c'est quoi de la substance létale ? Comme son nom l'indique, c'est la mort. Rien que cela, ça pourrait constituer un délit d'entrave, parce que c'est une façon de dire, tu vas mourir si tu fais ça, mon grand. Hein. Donc, et donc ça, c'est considéré comme un délit d'entrave. En fait, ce qui est terrible dans cette situation, c'est... Juste le mien. Imaginez donc, pour ceux qui ont leurs parents encore vivants, qu'il y ait une personne qui explique à grand-mère qu'elle est trop, qu'elle est un poids, qu'elle est une entrave à la bonne vie de sa famille, qu'elle coûte. Elle va déprimer. Qu'elle ne mérite plus la vie. Voilà. Elle va prendre une décision toute seule. Eh bien, cette personne cette personne qui lui tient ce discours, on aurait tendance à s'indigner en disant mais pour qui te prends-tu ? C'est inadmissible, tu n'as pas à inciter quelqu'un à mourir, c'est du harcèlement, ça pourrait avoir beaucoup de qualificatifs. Et si cette personne se tient elle-même ce discours, c'est-à-dire si c'est mamie qui elle-même se dit je suis trop, je suis un poids pour ma famille, je coûte de l'argent, je ne sers plus à rien, je suis inutile, je ne mérite plus de mourir, etc. Là, moi, je n'aurais plus le droit d'essayer de convaincre mamie qu'elle se trompe, de dire à mamie, mais non, tu as une mauvaise interprétation, tu as une mauvaise grille de lecture. Tu es entouré, on t'aime, etc., etc. Et le délit d'entrave m'empêcherait de faire ça. Absolument. Et il est donc prévu. Alors, il existe aussi un délit d'incitation qui est moins gravement puni que le délit d'entrave. Je crois que le délit d'entrave, c'est 2 ans d'emprisonnement en peine maximale encourue. Je crois que le délit d'incitation, c'est 1 an. Bon. Et les pressions psychologiques, elles sont appréciées d'ailleurs par le médecin référent aussi, qui doit aussi se dire, attendez, est-ce que la décision est libre ? Et donc, s'il voit que des pressions psychologiques sont effectuées et que, bon, ça le choque pas, il décidera ou pas de dénoncer le comportement. Mais on peut pas... Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas, a priori, en tout cas, vous... petit-fils attaché à votre grand-mère et désireux de l'avoir continué de vivre, dire « Ah, mais mon frère, mon cousin, etc. » a incité notre grand-mère à commettre l'irréparable. C'est d'amener de la raison en s'opposant à la passion qui pourrait être une passion triste. Sinon, vous êtes un délinquant. Si le médecin s'oppose donc à cette euthanasie, est-ce que je ne peux pas attaquer le médecin pour délit d'entrave ? Non, alors si le médecin... si le médecin... Oui, alors ça, vous mettez le doigt sur... Là, on est sur la conscience. Vous mettez le doigt sur un point très important de cette proposition de loi. Merci. C'est qu'il n'existe pas, ou quasiment pas, de recours au juge. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que le juge, c'est le garant, le pouvoir judiciaire, le juge judiciaire particulièrement, est le garant des libertés individuelles. Il n'existe pas de recours au juge. Enfin, il n'existe pas. Si, il existe 2 cas. Le premier cas, c'est le patient qui fait une demande
au médecin référent, et le médecin référent lui dit « Taratata, j'ai examiné votre cas, je refuse, vous ne remplissez pas les conditions. » Eh bien, le patient pourra saisir un juge en disant « Je conteste la décision du médecin qui m'a refusé ce droit. Ouais. » Le second cas, Il y aura une pression sur les médecins il y aura pour forcément ceux qui une pression. oseraient Bien sûr, refuser, puisqu'on a défini tout à l'heure l'arbitraire. exactement. Donc celui qui ose dire « je pense que cette personne ne rentre pas dans les cases et donc ne peut pas avoir accès à l'euthanasie », va se retrouver avec une plainte et un procès qui elle risquerait de le perdre. Et puis probablement qu'il sera ajouté, son nom sera ajouté à une liste peut-être tenue par une association, Oui. que sais-je encore, de médecins objecteurs de conscience. Alors, c'est pas une objection de conscience là. Il étudie le dossier et dit vous ne remplissez pas les conditions. En fait, il fait le travail Son que la loi travail. lui assigne, Voilà. même si on peut Mais s'opposer il ne faut pas à prendre cette, de mauvaises à cette décisions. loi. Voilà. Et là, donc ça. Et le second cas, c'est celui du majeur Le protégé. praticien. Ah non, Majeur pardon. protégé, on a dit par dérogation quand même. Pas déconner, si j'ose dire. Bon, Le maître, majeur maître. protégé, qui est un curateur. Oui, mais Radio je Courtoisie. suis excédé par cette proposition de loi. C'est le majeur protégé, donc qui a un curateur, etc. Ce curateur, j'ai dit sous tuteur tout à l'heure, pourra saisir dans les 2 jours le juge des contentieux de la protection pour contester les conditions de la demande. Voilà. Mais ce sont les 2 seuls recours. C'est-à-dire qu'on viole 2 choses extrêmement importante. Le droit au recours effectif de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et par ceux-là même qui n'ont que cette Convention européenne des droits de l'homme à la bouche. Ouais. Et on viole la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit à un recours juridictionnel effectif tel qu'il s'est dégagé dans des hypothèses d'arrêt de traitement, de limitation de traitement pour des sédations profondes et terminales. Il y a eu par exemple, l'affaire Lambert, ça a été aussi une des questions qui s'est posée. Donc le droit à un recours juridictionnel effectif, lui aussi, est violé. Donc ce texte pose un certain nombre de difficultés au regard et du droit conventionnel européen et du droit interne constitutionnel. Et probablement que si, à la fin des fins, il est adopté, une saisine du Conseil constitutionnel sera envisagée de ce chef. Peut-être un complément qu'on Oui. n'a pas abordé, c'est la clause de conscience. J'allais Ah, justement voilà. poser la question. Et qui répond, en fait. Est-ce que c'est une manière de contourner la clause de conscience Ah non, non. c'est 2 situations différentes, parce Non, qu'il y en parce a un, qu'elle existe, la clause de conscience, mais il statue de l'éligibilité, pour Ouais. reprendre leurs mots. Oui. Et après, il y a le praticien, celui qui va Voilà, pratiquer. c'est à lui que je pense. Et lui n'a pas l'obligation. Donc, il peut utiliser sa clause de conscience. Et donc, on ira chercher un autre praticien qui, pour lui, ça ne Cela lui dit, pose aucun celui qui problème de statue donner n'a la pas d'obligation non plus. Il peut parfaitement dire Oui, tout à fait. je n'examine pas le dossier, Oui. mais comme c'est le cas en matière d'avortement, comme c'est une clause de conscience à la française, qui décidément a de véritables problèmes avec sa conscience, eh bien c'est je ne fais pas droit, je ne regarde pas votre dossier, je ne pratique pas ça, mais je vous renvoie vers un confrère Oui. qui lui acceptera de regarder votre trouver dossier. Donc en fait, c'est un acte, c'est Ponce Pilate. Je ne décide pas vraiment, ne suis je pas m'en lave les mains, responsable du sang de cet homme. mais je suis fatalement complice de l'acte qui va se commettre peut-être demain. Bah, Donc comment un médecin Ah oui. dont la conscience interdit de participer à de tels actes va pouvoir, s'en débrouiller. Ça n'est pas une véritable clause de conscience. Mais déjà, dans l'avortement, ça n'est pas une véritable clause de conscience. Et puis, probablement aussi que là encore, il y aura des listes d'objecteurs de conscience et on pointera du doigt ceux qui sont d'accord, ceux qui ne le sont pas, et que les réseaux sociaux s'empareront de son cas. Donc, des médecins se feront chasser de leurs exactement. hôpitaux. Et puis l'autre scandale que peut-être Josse Lumière allait aborder, c'est celui des pharmaciens. Oui. Le pharmacien n'étant pas un médecin, semble-t-il, pour les députés, mais un commerçant, en tout cas, on a le sentiment que c'est un peu le ça. serment d'Hippocrate. Mais il n'a pas de serment d'Hippocrate, mais il a une déontologie. La déontologie lui impose de respecter la personne humaine et la vie humaine. C'est dans la déontologie des pharmaciens. Le pharmacien, lui, n'aura pas le choix que de préparer la substance Oui, létale elle est pas et extensive. de la remettre. Il n'a pas de clause Il de n'aura conscience. pas de clause de Non. conscience du Non. tout. Autrement dit, aujourd'hui, je suis pharmacien. On vient me voir, on me dit, sous le manteau,
pourriez pas me préparer une petite substance Eh ben, létale, là? pas sous le manteau. Je Enfin, vous voulez suis dire avant la loi. Aujourd'hui, Ah oui, je suis aujourd'hui. complice d'empoisonnement, j'encours 30 ans de réclusion C'est ça. criminelle. Ben oui, ben oui. Demain, Je suis obligé. bonjour monsieur, tenez, j'ai une prescription, vous pouvez me délivrer cette Le même substance létale? produit qui vous Je a coûté. suis un collaborateur, un exécutant de la loi. Ouais. Et je n'ai plus aucune espèce de responsabilité pénale d'encouru. Voilà. Ça, je veux dire, c'est comment est-ce que on peut admettre, dans le même instant de raison ou presque, un tel bouleversement. C'est un renversement, mais ça tient presque à une forme de j'allais dire, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Oui, pour continuer le raisonnement, je crois que c'est l'article 14. Et d'ailleurs, mes 3 députés avaient aussi déposé un amendement, je rappelle Thibault Monnier, Anne Sicard et Eddie Casterman, voulant permettre aux établissements privés ou confessionnels Voilà, ça, d'étendre la clause de conscience d'établissement. Puisqu'il y a des établissements qui ont, depuis des décennies, des siècles, ont tout mis en œuvre pour perpétuer la vie, pour accompagner. Oui. Si vous êtes dans la Et clinique de la Providence ou Notre-Dame du Perpétuel Et donc, Secours, on voulait ça fait bizarre. mais voulait- même à Sainte-Périne, où on ne pratique que les soins palliatifs. Et on voulait permettre à ce qu'il y ait une clause de conscience à cet établissement. C'est-à-dire que la Oui, personne oui. qui véritablement veut n'ira pas dans ces établissements-là pour éviter d'être obligé de se faire déplacer, etc., pour respecter la philosophie de ces établissements. Ouais. Cet amendement a été rejeté. Mais oui, parce qu'il est bien connu que les murs n'ont pas de conscience. Alors on dit que si l'on se tait, les pierres crieront, mais les murs n'ont pas de conscience. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est une autre dérive. Je ne peux même pas parler de dérive, parce que c'est le sens du texte. S'il n'y a pas de dérive, c'est l'esprit du texte. Les établissements médico-sociaux qui vont accueillir les pratiques euthanasiques, l'aide à mourir, etc. Ce sont aussi bien les établissements publics que privés, confessionnels que non confessionnels. Ce pourra aussi être un EHPAD. Oui. Ce pourra être un foyer de jeunes travailleurs. Ce pourra Non. être un foyer de personnes handicapées. Ça pourrait Ce pourra être un centre de soins palliatifs. Alors là, Tout c'est à fait. l'enterrement de première classe des soins palliatifs. La Rochefoucauld, la mort ni le soleil ne se peuvent regarder fixement. Dans ce pays, dans tous les pays où l'aide à mourir a été adoptée, quel que soit son nom, les soins palliatifs ont reculé. Si demain, à Sainte-Périne, qui à Paris est un des grands centres soins palliatifs, on les oblige à pratiquer l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, alors vous pouvez être sûr qu'un jour, les soins palliatifs s'effaceront contre la volonté de ceux qui sont le cœur de ces centres. Mais parce que les budgets ne seront plus là. Tout simplement, c'est un système de vase communicant. Ouais. Les budgets ne seront plus là. Nous avions déposé un amendement pour justement éviter que l'acte puisse se faire dans une unité de soins palliatifs. Amendement qui a été rejeté. Et nous avions déposé un autre amendement parce que ce que la loi n'interdit pas, elle le permet. Dans la continuité de ce que vous avez énuméré, il y a aussi les chambres funéraires. Oui, les services de pompes funèbres, absolument. Alors là, c'est... Alors là, Attendez. c'est l'un des Et ça sens. existe en Suisse. Au Canada même, Oui. il y a des entrepreneurs qui ont créé toute une entreprise, j'ai failli faire un anglicisme, pardon Yves-Marie, toute une entreprise dans lesquelles ils louent des chambres funèbres pour pratiquer l'euthanasie. Et en fait, des familles qui viennent normalement se recueillir pour la mort de quelqu'un viendront se recueillir dans des endroits où la mort est donnée dans la pièce d'à côté. Dans des mouroirs, oui. C'est... Là, vous parlez de funérarium. Oui, tout à fait. Et puis, Ce que la loi n'interdit pas, elle le permet. Nous Ouais. avions déposé un amendement pour que clairement il soit stipulé que nous ne puissions pas pratiquer l'euthanasie dans les chambres funéraires. C'est un amendement qui a été refusé. Et je sais que la question qui se pose, elle ne se posera peut-être pas en France. Je sais combien... j'imagine que les services de pompes funèbres qui travaillent avec la mort au quotidien et qui ont un grand respect de la mort d'ailleurs, hein, n'iront pas jusque-là, mais je sais qu'en Suisse et aux États-Unis, la question s'est posée, a été Et au posée Canada. et au Canada. Québec. Canada, oui, Québec. Ouais, Oui, Québec. le Québec Pardon. est toujours en pointe sur le sujet. La question qui s'est posée chez certains commentateurs, c'était de dire, mais attendez, moi, si vous autorisez la pratique de l'euthanasie dans des services de pompes funèbres qui sont des services qui délivrent des prestations en vue d'enterrement, etc., qui derrière vendent des cercueils, etc., est-ce qu'il n'y a pas une forme de conflit d'intérêts ? Évidemment, évidemment.
Moi, je ne dis pas que ce sera le cas en France, mais dans ces Pourquoi ? pays, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, je ne peux pas, je ne jette pas l'œil, comme dit un abbé que je connais bien, je ne prête pas toujours des mauvaises intentions aux gens. Ce que je sais, en revanche, c'est que la question s'est posée à l'étranger et qu'on n'est pas effectivement forcément meilleur que les autres. Donc, la question pourrait peut-être se poser dans certains cas. Donc, si on résume C'est ce quand que même vous venez inquiétant. de dire tous les deux, dans le même établissement, on pourra tuer des gens et ensuite on pourra s'occuper du corps. Ce corps peut-il être... Pour les chambres funèbres, oui. Pour les voilà. chambres Mais funèbres, pour le soin palliatif, la même main qui vous soigne c'est peut être la vous main pique. qui vous tue. Voilà, Et alors là, il y a une rupture de confiance aussi. total. Non, mais je voudrais revenir à moi. Donc, on vous tue et dans le même établissement, on peut ensuite s'occuper de votre corps. Par exemple, l'incinérer. C'est ce qui se passe en Suisse. Ça rappelle des choses historiques, ça, mais enfin... Oui, mais moi, je ne rentrerai pas dans voilà. cette Oui, discussion. non, mais c'est tout. Bah, c'est Mais vrai. Dans le Il même... était aussi question d'handicapés, me semble-t-il. Dans le même établissement, De fou. au même endroit. Oui, non, mais je comprends On peut tuer des gens et s'occuper ensuite du corps. Ce que vous dites et des rapprochement ont pu être faits entre ces dispositifs et Alors, j'ai des pas dit que les dispositifs intentions anciens. étaient les Pas en mêmes. termes Pas du d'intention. tout, pas Pas du en tout. termes d'intention. Bien Non, c'est pas une entendu. question d'intention. Évidemment que les intentions ne sont pas les mêmes. Mais Alors, oui. certains ont vu des parallélismes involontaires, mais glaçants quand même. Mais oui, parce que c'est Ah. déshumanisant dans tous C'est les cas de déshumanisant. Oui, figure, c'est ça, c'est une question de déshumanisation. Et alors, arrivera-t-il un moment, comme ça s'est produit pour l'avortement, où il ne sera même plus possible de consacrer une émission comme nous venons de le faire, parce que la loi n'est pas encore passée, ou parce que nous serions des gens qui incitent les gens enfin, qui critiquons le suicide assisté. C'est une vraie Le question. suicide légal. C'est une vraie question. Ça arrive Ça Est-ce que- revient à est-ce notre que émission de la est-ce- liberté d'expression. Voilà. Est-ce Voilà, que lorsque ouais. nous parlons, nous commettrons, Ah bah pas tout de suite. pas aujourd'hui, Ouais. mais lorsque nous parlons, nous commettons un futur, donc par définition qui n'existe pas pour nous, il n'y a pas de risque pénal, Oui. futur délit d'entrave. Sincèrement, j'ai pas de réponse immédiatement, mais quand on regarde les choses telles qu'elles sont prévues, Non, mais l'affirmative non, mais paraît la réponse la plus, oui, la puis plus sincèrement, certaine. concrètement, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des grands-parents, mais demain, prenons l'exemple de votre enfant qui a la vingtaine, la trentaine, qui est diabétique, etc. Il souhaite participer à l'euthanasie. Vous voulez le raisonner, vous voulez lui dire combien vous l'aimez, Oui, ou combien oui, vous allez bien sûr. l'accompagner, ou Oui. comment vous allez l'aider. Là, il y aura un Et de délit pas qu'il- d'entrave. Bah oui. Je voudrais en finir, moi, si vous le Il est permettez. déjà prévu, pardon, Par ce une délit année- d'entrave ou pas Ah oui, il est dans le texte, oui. L'article 17. Donc, est-ce que ça veut dire que ça peut conduire à ce que je viens de dire? C'est qu'il arrivera un moment, Oui. à défaut d'un délit d'entrave, il y aura un délit d'information sur ce que c'est. C'est le délit d'entrave. Probablement que ça C'est- fait partie du délit d'entrave aujourd'hui, tel qu'il est défini. Je voudrais juste terminer par une anecdote très courte, mais parce que j'aimerais que la vie triomphe à la fin de cette émission. J'ai une très belle anecdote. Un professeur en médecine qui un jour m'a raconté dans une conférence, qu'une femme vient un soir, lui dit « Docteur, je vais en finir ». Très âgée. Écoutez, madame, réfléchissez, on en reparle. Le lendemain, une personne vient lui rendre visite. 30 ans qu'elle ne l'a pas vue. Ce ne sont que souvenirs, anecdotes, rires. 3 jours après, le médecin revient. Madame, ah non, docteur, c'est terminé. J'ai revu une amie, je vais très bien. La nuit passe, elle est morte dans son sommeil. Et il nous dit, si j'avais fait droit à son acte, jamais elle n'aurait connu cette joie. Elle n'aurait retrouvé La son véritable ami. question en France, c'est la prise en charge de la souffrance psychologique Bien sûr. aussi. La douleur, on sait la soulager. La douleur psychologique, physique, on sait la soulager. Psychologique, c'est plus difficile. Si vraiment les députés veulent rendre service aux Français, c'est la question qu'ils doivent se poser demain. Merci beaucoup, cher maître. Merci, Joss Lumia, d'être venu nous éclairer sur cette chose bien sombre. On avait besoin de vos lumières pour s'allumer dans ces ténèbres. J'ai encore le droit de dire que ce sont des ténèbres, puisque la loi n'a pas encore été votée. Donc profitons-en du peu de temps qui nous reste pour en parler librement. Au mois prochain, chers amis éditeurs.